Né triste de mon pays, je vous déteste et je vous méprise. Je vous hais. Contre vous, je réunirai mes forces. Je susciterai des enthousiasmes qui vous tueront. Pas tous. Votre race est éternelle et nécessaire. Elle est le noir sur quoi le blanc ressort. Elle est universelle, et vos frères sont légions, démons des petites bourgades. Mais vous êtes devenus, dans ce joli coin de terre, trop nombreux, trop puissants, trop meurtriers. Votre œuvre est trop achevée. Vous avez imposé votre mesquinerie, le monde immense de vos petits jugements, et l'insolent cortège de vos médiocrités. Pis encore, on commence à vous identifier au pays. Et les meilleurs n'y peuvent plus rentrer, qu'un souffle imprévu a fait trouver ailleurs ce que vous avez détruit chez eux. Assez! Assez! Si on dit Pointet, je pense au besoin de vivre pour agir et pour défendre les choses qui méritent d'être défendues. Je pense que ça a dû être un entraîneur d'hommes extraordinaire, tel qu'on le connaissait. Enfin, il a dû s'élancer à l'assaut en disant allons derrière moi, suivez mon panache blanc, enfin quelque chose comme ça. Il était capable d'action de ce genre. Pointet avait fait un discours qui avait enthousiasmé les gens et il nous avait demandé de le suivre en cortège et on était descendu jusqu'en ville et remonté la rue Léopold Robert. Il nous aura amenés jusqu'à Marseille s'il l'avait voulu. Georges-Henri Pointet naît le 17 avril 1908 à Vaumarcus, près de Neuchâtel. Il a 9 ans quand éclate la Révolution d'octobre, 14 ans quand Mussolini prend le pouvoir à Rome, 15 lorsqu'un obscur agitateur autrichien nommé Hitler rate à Munich une dérisoire tentative de putsch et entre dans la prison où il écrira Mein Kampf. Certes, l'ordre règne à Neuchâtel. Les tumultes de l'histoire semblent épargner la Suisse, comme ils le font depuis des siècles. Mais la neutralité toujours affichée n'empêche pas les idéologies antagonistes de susciter espoir ou angoisse derrière les façades placides des maisons alignées au bord du lac. L'écrivain suisse Ramu demande « Succomberons-nous à notre petitesse, car nous sommes tout petits ?» Nous sommes tellement tout petits par le territoire et l'histoire. Où trouver la grandeur qui nous sauvera? Cette grandeur, Georges-Henri Pointet va la trouver. Il la trouvera en rejoignant le siècle et en prenant parti dans la grande querelle qui l'agite déjà, qui va bientôt le déchirer. Mon mari, qui était étudiant aussi à Neuchâtel, le connaissait bien parce qu'ils étaient tous les deux zophingiens et avait avec lui des contacts. Quant à moi, je le connaissais non très peu. Les discussions éventuelles sur un texte et puis bon, la manière dont on se connaît quand on a les mêmes cours et qu'on a entendu les mêmes choses. Mais je ne le connaissais pas plus et je ne me doutais pas que nous serions plus tard assez liés, assez amis. Il se distinguait en tout cas par la manière de vivre et qu'il avait de prendre tous les problèmes en main, que ce soit pour un travail, une composition, que ce soit dans une discussion. Il avait toujours une vivacité qui était pour nous remarquable. Lorsque je l'ai connu, il s'apprêtait, ses études terminées ou avant même de les terminer, il voulait aller faire un stage en Allemagne. Il est allé en effet faire ce stage en Allemagne. Il est allé, je crois, à Berlin. Il doit avoir fréquenté l'université de Berlin, mais il a surtout fréquenté, je crois, les réunions politiques de l'époque. Et il en a conçu une
hantise de ce que représenterait, car ça n'avait pas encore eu lieu, de ce que représenterait la victoire des nazis. Si bien que, rentrant d'Allemagne, il était à la pointe du combat contre le nazisme, mais contre toutes les tendances d'extrême droite qui florissaient alors en Suisse romande, et particulièrement dans les milieux intellectuels. Feuille d'avis de Neuchâtel, 26 février 1932. Hitler préside une grande assemblée publique à Berlin. D'immenses clameurs partent de l'auditoire qui s'est levé d'un bloc. Hitler arrive, entouré d'une dizaine de chefs. Les bras droits se lèvent, les acclamations redoublent, l'enthousiasme est indescriptible. L'auditoire, toujours debout, chante un nouvel hymne hitlérien. La parole est à Adolf Hitler, le chef des chemises brunes. Le regard et le maintien sont dominateurs, mais la moustache paraît postiche, et la tête est certainement moins puissante que celle de Mussolini. Hitler commence. À ces bataillons d'étudiants vibrants qu'il a devant lui, Adolf Hitler commence le plus éloquent, le plus passionné, et en même temps le plus intelligent des appels. À ces jeunes hommes désireux d'exercer leur énergie, chez qui les privations ont augmenté leur désir de puissance, il montre la vague irrésistible de son mouvement, prêche l'unité de la nation allemande, cite des chiffres, pose des affirmations. Vous étudiez ceci ou cela, leur dit-il. C'est important, mais secondaire. D'abord, les intérêts de la patrie allemande. Elle exige que vous deveniez des chefs et que vous dirigiez la masse immense du peuple allemand vers la libération. Et pour décider les hésitants, il ajoute, le bras tendu, l'index en avant. Ceux qui n'auront pas participé au combat ne participeront pas à la victoire. Le 9 novembre 1932, c'est un mercredi, on terminait dans la caserne du réfectoire le dîner de midi, et là le sergent-major nous a informé d'aller dans nos chambres et préparer notre pactage réduit. De ce moment, il nous a dit de prendre nos cartouches à blanc et de nous réunir dans les vestibules. Dans les vestibules, on nous a changé les cartouches à blanc contre des cartouches à balles. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se produit? Parce qu'on réfléchit tout de même. Et j'ai posé la question au commandant Burnat, qui m'a dit, la situation à Genève est dangereuse, il y a des émeutes et nous devons aller maintenir l'ordre. À ce moment-là, le colonel Ledret nous a informé qu'à l'ordre de tirer, il était interdit de tirer en l'air, et ceux qui ne suivraient pas les ordres de leurs supérieurs devant le front. Et je me suis avancé, on nous a arrêtés. Je pensais qu'ils avaient tiré à blanc. Et puis quand mon copain s'est tourné vers moi, puis qu'il avait la main en sang, eh bien, en se tournant vers moi, il a pris une balle là, puis une demi-heure après, 3/4 d'heure, il était mort. Il est arrivé une vacance au Conseil d'État de Châtelois. Alors, le Parti socialiste a présenté son candidat. Paul Grabre, à ce moment-là, faisait encore un certain nombre de campagnes antimilitaristes et avait en particulier, après certains événements, invité les soldats à réfléchir si on leur demandait de tirer sur les civils. Grabert, c'est vrai, était antimilitariste. Profondément marqué par le massacre de Genève qui datait de l'année précédente, il lançait aux jeunes recrues « Si on vous demande de tirer sur le peuple, refusez, pensez à vos pères et mères ». Et alors, Georges-Henri Proëtet, qui avait fait des grades, qui était lieutenant dans l'armée suisse, s'est vu intimer l'ordre de répondre à un questionnaire. Il s'agissait de vérifier sa loyauté à l'égard de l'armée suisse et sa discipline, s'il était prêt à exécuter les ordres quels qu'ils soient.
Alors Pointet s'est insurgé. Cette position lui a valu d'être cassé de son grade et je ne sais pas s'il n'a pas été exclu de l'armée, enfin des mesures tout à fait surprenantes dans un pays qui se prétend et qui avait l'illusion ou l'ambition d'être une démocratie où la pluralité des opinions était admise. Oui, le lieutenant Pointet fut bel et bien mis à l'écart de l'armée suisse, privé de son commandement. À Pointet, il fut demandé de signer une déclaration par laquelle il s'engageait à tirer, en cas de troubles intérieurs et si on lui en donnait l'ordre, sur le socialiste Grabert et ses amis. Demande ahurissante, exorbitante, obscène. Mais Pointet s'était précisément démarqué des positions du candidat socialiste sur l'armée. Il faisait observer à juste titre que s'il avait accepté de devenir officier, c'est qu'il n'était pas antimilitariste. Et de toute façon, c'était le citoyen Pointet, jeune licencié ès-lettres de l'université de Neuchâtel, président de la Fédération des étudiants neuchâtelois, qui avait pris position, pas le lieutenant. L'affaire scandalisa la gauche suisse, fit l'objet de débats passionnés jusqu'au Conseil national, mais Georges-Henri Pointet resta privé de son commandement. J'ai contrôlé, parce qu'on les conserve ici par hasard, les archives du bataillon neuchâtelois 19, et plus spécialement les archives de la compagnie 219. Je ne trouve pas le lieutenant Pointet au bataillon. Ce n'est pas uniquement l'existence de documents qui est intéressante, c'est leur absence, ce qui montre qu'on l'avait mis tout doucement à l'écart. Ensuite, Pointet a senti jouer une espèce de guillotine sèche, alors qu'il n'avait pas encore de situation bien établie, qu'il pensait se vouer à l'enseignement. Il s'est rendu compte que s'il voulait faire carrière, ce ne serait en tout cas pas dans le canton de Neuchâtel. Pendant ce temps, l'extrême droite pro-fasciste parade dans les rues, défile oriflamme au vent et bras tendus. Aux nombreux officiers appartenant au Front National, aucun engagement de tirer sur le peuple ne fut demandé. On savait qu'ils le feraient avec enthousiasme. Comme en France, l'ennemi intérieur est tenu pour plus redoutable que l'ennemi extérieur. À Berne comme à Paris, beaucoup s'apprêtent à murmurer plutôt Hitler que le Front populaire. La résistance s'organise et Pointet est naturellement à sa tête. Il a adhéré au Parti socialiste, mais ce personnage à la Don Quichotte ne s'y sentira pas toujours à l'aise. Sa foi, sa volonté et son action se résument en un mot, antifascisme. Il est l'un des premiers à comprendre que tous les sectarismes doivent céder à l'obligation de s'unir pour combattre des régimes qui s'apprêtent à faire de l'Europe un charnier. Sa première cible, le colonel Ulrich Wille, rejeton d'une vieille famille germanophile, lui-même pro-hitlérien notoire. La Sentinelle, 7 novembre 1934. J'ai l'honneur, en tant que citoyen suisse, de vous demander la mise à disposition immédiate du commandant actuel du 2e corps d'armée, Ulrich Wille. Des renseignements que j'ai, provenant d'éléments du 2e corps d'armée, ne me laissent aucun doute sur les sentiments d'un grand nombre de subordonnés de M. Ulrich Wille. Ces nombreuses rencontres avec M. le chancelier du Reich et avec d'autres têtes du fascisme international ne permettent plus d'avoir pleine confiance dans les sentiments démocratiques et populaires de l'actuel commandant du 2e corps d'armée.
L'influence de Georges-Henri Pointet déborde désormais le canton de Neuchâtel. Le 1er août 1935, il prend la parole à Zurich et sa voix résonne à travers toute la Suisse. Kempfer, 1935. Pas un centime de crédit, il va de soi, à l'armée des villes. Organisation des officiers de gauche, organisation des sous-officiers de gauche, que les travailleurs le sachent, il y en a de plus en plus. Il y a 2 mois, des officiers suisses-allemands m'ont fait savoir que leur position était la même que la mienne et que les choses étant ce qu'elles sont, ils ne marcheraient en aucun cas contre une grève et en aucun cas avec l'Allemagne d'Hitler. Que d'autres les imitent, que les audacieux se montrent, c'est l'heure. C'est l'heure pour la Suisse, c'est l'heure pour toute l'Europe. Hitler a pris le pouvoir, Mussolini consolide le sien. Franco prépare le putsch militaire qu'il déclenchera dans 1 an. En face, on se rassemble, on s'organise. En Espagne comme en France, les fronts populaires sont en gestation. La Suisse ne reste pas à l'écart du grand remuement. Des dirigeants politiques et une large fraction de l'opinion publique se mobilisent au nom de l'anti-soviétisme. Georges-Henri Pointet se trouve refoulé de toutes les possibilités qui lui auraient été données de travailler. Il ne trouve plus aucun travail. Nous étions, nous, à ce moment-là, en Égypte, et un chaudefonnier, un professeur chaudefonnier, meurt accidentellement, et le directeur pense immédiatement à mon mari. Mon mari dit tout naturellement à son épouse, eh bien alors toi tu vas aller faire le déménagement de notre appartement égyptien. Et j'avais ma petite fille qui avait même pas tout à fait 2 ans. Je n'ai pas du tout envie de retourner en Égypte. J'ai dit, mais Pointet est là, qui ne peut pas travailler. Un voyage en Égypte ne coûtera pas plus cher pour Pointet que pour moi. Alors, j'ai téléphoné à Pointet, dit, il faut que je te voie, viens donc, j'ai quelque chose à te proposer. Je dois dire que j'ai été accueillie avec soulagement par lui. Mais bien sûr, je vais partir dès que vous le voulez. Ça me fera quelque chose d'intéressant. Je tâcherai d'en tirer parti. Et comme il avait vraiment eu un abord très intéressant, il était immédiatement ouvert et immédiatement plein d'idées. Eh bien, il a été très bien accueilli, en particulier par le français qui avait la direction de l'enseignement du français en Égypte et qui lui a trouvé un poste. Le 1er septembre 1939, Hitler lance sa Wehrmacht sur la Pologne. La Deuxième Guerre mondiale a commencé. Une guerre totale. Une guerre que les nazis veulent d'extermination et d'asservissement. Elle accumulera les ruines et tuera par dizaines de millions. Elle assassinera dans les chambres à gaz. Elle fera périr de mort lente dans les camps de concentration. Elle haussera le crime à une hauteur telle que le pire prophète de malheur n'aurait jamais osé l'imaginer. Elle justifiera l'engagement de ceux qui, tel Georges-Henri Pointet, se battent depuis l'orée des années 30 contre le monstre à présent déchaîné. Pointet avait raison. Avec une lucidité prophétique, dès 1932, il avait annoncé qu'une victoire de Hitler pourrait entraîner la disparition de peuples entiers. L'antifascisme n'était pas un simple choix politique parmi d'autres. C'était une obligation morale, un parti pris pour l'humanité, contre la plus gigantesque entreprise de déshumanisation qu'on ait jamais vue à l'œuvre en Europe. Très peu de jours après la capitulation de la France, 10 jours à peu près, Pilecola a fait son discours. Confédérés, si de nouveau
le gouvernement s'adresse au peuple suisse aujourd'hui, c'est qu'un événement considérable, gros de conséquences, en partie imprévisible, s'est produit. La France vient de conclure une suspension d'armes avec l'Allemagne et l'Italie. Quelle que soit la tristesse qu'éprouve tout chrétien devant les ruines et les deuils accumulés, c'est pour nous Suisses un profond soulagement de savoir que nos trois grands voisins s'acheminent vers la paix. Si on revisait ça, ça voulait au fond dire que elle disait une phrase extraordinaire: nous pouvons être heureux que maintenant l'Europe a trouvé un nouveau chemin. Qu'est-ce qui était ce nouveau chemin? C'était au fond la complète subordination à Hitler. Il faudra des décisions majeures, et non pas des décisions longuement débattues, discutées, soupesées. À quoi servirait-elle devant le flot puissant et rapide des faits à endiguer? Des décisions à la fois réfléchies et promptes, prises d'autorité. Oui, je le dis bien, prises d'autorité. Serrez les rangs derrière le Conseil fédéral. On avait l'impression qu'il parlait pas seulement en son nom, Piliola, mais dans le nom du Conseil fédéral. Alors ce discours tenait d'abord au point de vue négatif. Il ne mentionnait pas une fois l'indépendance de la Suisse, pas une fois la neutralité de la Suisse, ni l'armée, ni la neutralité. Et il disait une phrase que maintenant, il faut reviser des choses que nous avons croyées très longtemps. Notre patrie libre, humaine, compréhensive, accueillante, poursuivra sa mission fraternelle qu'inspirent les grandes civilisations européennes. En avant hardiment vers l'avenir. Que Dieu veille sur nous. J'étais ahuri. J'ai téléphoné à mon grand ami Ernst, ami depuis le gymnase. J'ai dit: qu'est-ce que tu en penses? La première phrase qu'il a dit: impossible, il faut se voir, il faut réagir. Et ce qui était spécialement effrayant, il y avait d'officiers supérieurs qui étaient de cet ami. Il faut s'adapter, il faut entrer dans la nouvelle Europe. Si nous ne le faisons pas, l'Allemagne n'aura pas d'hésitation et elle aura le pouvoir de nous y forcer. On savait aussi que Willet, qui était commandant de corps, avait des sympathies pour l'Allemagne, pas seulement pour l'Allemagne, ça on pouvait savoir, mais des sympathies pour un gouvernement autoritaire comme celui d'Hitler. Organisation des officiers de gauche, que d'autres les imitent, que les audacieux se montrent, c'est l'heure. Nous avions un ami qui commandait à ce moment un régiment, un capitaine, un régiment de l'école de recrues à Berne. Alors lui était tout à fait prêt à marcher sur Berne avec son régiment, d'arrêter le Conseil fédéral et de demander alors à de nouveaux gens dont nous étions sûrs, aux pensions nous étions sûrs, de confier le pouvoir. La seconde chose, encore, c'était l'idée d'Ernst. Ce que nous craignions, c'était que le Conseil fédéral pourrait céder à des ultimatums politiques de Hitler. Et nous voulions assurer que dans ce cas-là, au moins une partie de l'armée tirerait. On s'est réunis à Lucerne.
Tout le monde disait qu'il était d'accord, et notre consigne était au fond très radicale. Vous êtes des officiers d'état-major, et nous avons un émetteur secret qui vous dira s'il y a vraiment danger d'une capitulation. À ce moment-là, vous devez, avec l'accord de votre chef, ou sans l'accord de votre chef, ou contre votre chef, émettez par vos moyens de communication, on tire. Par un des officiers d'état-major, la chose fut trahie. Un capitaine est venu et a arrêté mon chef, le capitaine Weibel. Ce qui s'était passé, c'était ça. Le général a dit, je suis tout à fait d'accord. Pour ce que vous voulez, c'était la résistance à tout prix. Que la Suisse ne peut pas capituler sans avoir tiré. Je vous fais un reproche. Vous auriez dû dire en moi ce que vous vouliez. Je vous aurais soutenu. Mais comme vous ne l'avez pas fait, vous avez commis une erreur de discipline et je donne à chacun maintenant un arrêt de plusieurs jours. Après les brumes d'y apprend le lac de Neuchâtel, l'explosion solaire sur le Nil. Après la mesure helvétique, la réserve, les décences, l'hypocrisie faisant office d'huile dans les rouages sociaux, la multitude criarde du Caire et la violence latente d'une nation qui aspire à se délivrer de la domination britannique. Ce que ces images urbaines ne disent pas, c'est la misère égyptienne, insondable, inimaginable. Le travail d'un homme est payé moins cher que celui d'un âne. La malaria emporte des villages entiers. Une avant-garde progressiste ne supporte pas de vivre au milieu de cet enfer. Hélas, elle est composée pour l'essentiel de fils et filles de familles riches, familles de nationalités étrangères, même si elles sont installées dans le pays depuis des décennies et le plus souvent juives. Autant dire que la petite cohorte reste totalement en marge de la masse égyptienne. Circonstance aggravante, elle est divisée en groupuscules et sectes politiques dont la concurrence effrénée aboutit à l'impuissance. Ils veulent bien faire, mais ne savent pas comment faire. Don Quichotte venu de Suisse, Georges-Henri Pointet sera leur fédérateur, leur animateur, leur inspirateur. Il a une phrase choc inlassablement répétée. Il y a toujours quelque chose à faire. Un mot d'ordre, mobilisateur, l'antifascisme. Une direction pour sortir du ghetto européen, l'égyptianisation, c'est-à-dire l'immersion dans le peuple et la formation de cadres autochtones. Pointet savait qu'il n'était pas question de parler de socialisme, mais encore moins de communisme. Mais l'antifascisme, c'était le drapeau, c'était notre drapeau. Et un de ses slogans favoris, c'est « ni à droite, ni à gauche, en avant ». C'était ce qu'il répétait toujours, ne nous occupons pas de la gauche ni de la droite, mais en avant dans l'antifascisme et dans le progrès économique et social de l'Égypte, c'est-à-dire des paysans égyptiens. L'antifascisme nous est apparu comme le moyen d'une lutte pour la libération de l'Égypte et des Égyptiens. Et c'est alors que nous avons créé, avec Raymond Aguillon et quelques autres amis, une association qui s'appelait l'Union démocratique, qui réunissait les antifascistes du Caire, et nous avions des relations avec les antifascistes d'Alexandrie. C'était une petite association, nous avions surtout des étrangers, alors que nous cherchions à avoir des Égyptiens. Et c'est là que Pointet est arrivé à transformer les choses.
il est venu à l'Union démocratique, il en a entendu parler, nous faisions des conférences, des choses comme ça, il est venu, ça lui a plu, si je puis dire, et il a amené à l'Union démocratique de jeunes Égyptiens qui étaient ses élèves et qui ont formé le noyau proprement égyptien, musulman, dans cette association qui était principalement faite d'étrangers, beaucoup de juifs, et ça a été vraiment le grand apport de Pointet à l'Union démocratique. Il était très, très entreprenant, très plein d'idées, et menant à l'action. Et c'est-à-dire que pour les conférences à organiser, pour tout ça, il prenait une part prépondérante, vraiment essentielle. Est-ce qu'il y avait pour lui les gens qui étaient soumis, qui acceptaient, etc., et puis ceux qui disent non, comme lui, c'est-à-dire des gens qui ne se laissent pas emmener avec le troupeau, et en même temps qui pensent en termes de masse, de front populaire. J'ai connu Henri Pointet fin 1937. Je reconnais et je suis tout heureux de reconnaître ce mérite à Pointet qu'elle a joué un bon rôle dans l'égyptianisation du mouvement progressiste égyptien. On sentait que c'était un homme qui s'était fait une philosophie. Pour moi, à l'époque, ça me paraissait très imprégné par Diderot, une forme d'héroïsme individuel. Pointet avait naturellement, étant de culture française, avait une grande admiration pour la culture française et pour la France. En 1939, en août 1939, j'avais été délégué par le mouvement, le tout jeune mouvement communiste égyptien. J'ai dit mouvement et non pas parti parce qu'il n'y avait pas de parti, d'aller contacter à Paris le Rassemblement universel pour la paix. Et Pointet aussi devait entrer en contact avec les dirigeants du Rassemblement universel pour la paix. À Paris, il m'avait donné rendez-vous et nous nous sommes rencontrés. Et nous avons passé une journée entière ensemble. Nous nous sommes promenés sur le bord de la Seine. Puis moi j'étais à ce moment sans moyens. Il m'a invité à dîner. Et puis nous parlions de la lutte, du futur. Pointet m'a dit, attention, il n'y aura jamais vraiment d'égalité parfaite. Parce qu'il y aura ceux qui vivent et qui vivront à Paris, et ceux qui ne vivent pas et qui ne vivront pas à Paris. Comment j'ai rencontré Don Quichotte de la Manche? Son cheval ne me parut même pas fatigué. Première impression, aussitôt suivie d'une seconde, l'absence ou le retard de Sancho. Je devais apprendre un peu après que son fameux bon sens l'avait retenu une bonne demi-heure à la nouvelle source des Loups. Et voici la prophétie que délivra son Excellence Don Quichotte de la Manche. Il y a ici les millénaires, l'extrême pauvreté, les larges perspectives du pur désert, des monuments éternels où s'est inscrite l'âme la plus rare, et un nombre croissant d'esprits où tout cela se reflète. Tant d'extrêmes imposeront bientôt une extrême compréhension des choses et un grand goût de vivre. L'idée du possible s'élargira. La poésie, la foi et l'action seront plus fortes que la chaleur, la graisse et la poussière. Oui, nous sommes les prophètes et les annonciateurs. Là où il y a un souffle, nous sommes compris d'avance. Quelques-uns parleront de jeux, mais nos jeux ne sont pas leur propre fin. Sans doute aussi, cette universelle crainte d'être dupe ralentira chez les cœurs incertains la joie du moment victorieux. La tempête de nos certitudes balayera tout, car nous sommes innombrables. Le démon du mensonge poli, la très fine pourriture, l'ordre de la distinction séchée, et toutes les formes acides ou doucereuses du cadavre universel,
nous réduirons leur poussière omniprésente à son état de poussière morte. La vie qui nous anime aura bientôt un rire immense. Quand le soleil se fut déposé entre les deux pyramides visibles, mon regard distrait par le flamboiement chercha son Excellence Don Quichotte de la Manche. Mais son absence était devenue un moyen d'être plus proche. C'est au mois de juillet 1942 que Georges-Henri Pointet s'engage dans les forces françaises libres du général de Gaulle, pour lequel il professe une profonde admiration. Il faut être Don Quichotte pour s'engager à ce moment-là. Un Don Quichotte qui sait qu'il aura à affronter non pas des moulins à vent, mais les divisions blindées de Hitler. Juillet 1942, c'est pour le camp allié le mois du cauchemar, le pire mois de toute la guerre. Les forces de l'Axe triomphent sur tous les fronts. En Europe, la Wehrmacht fonce irrésistiblement sur le Caucase, refoulant devant elle une armée rouge en déroute. En Asie, déferlement japonais et pertes cruelles pour les marines alliées. En Afrique, les chars d'assaut de Rommel roulent vers Alexandrie et le Caire. Qui se hasarderait alors à prévoir El Alamein et Stalingrad? La puissance nazie est à son zénith. Au Caire, avant de monter dans le train qui allait l'emmener vers son unité de combat, Georges-Henri Pointet confia à son ami Henri Curiel « Je sais que je vais mourir. Tu diras à mes amis du Parti socialiste suisse que je suis resté fidèle jusqu'au bout. » Puis il monta sur le marchepied et, tandis que le train s'ébranlait, cria aux jeunes gens qui le saluaient « Nous vaincrons !» Où il nous disait « Je suis décidé, je vais m'inscrire dans l'armée, demander à être admis dans l'armée française. » Parce que nous vivons une époque où on n'a pas le droit de rester absent, de rester dans une situation sans danger, alors que tout l'avenir du monde est en train de changer et a besoin de toutes les forces possibles. Et alors, il s'est, en ce moment-là, proposé en demandant à être engagé dans l'armée française avec son titre suisse, son grade suisse. Je crois que c'est la dernière lettre que nous ayons reçue, celle-là. 1942, la situation était très dangereuse et c'est pour ça probablement que Georges-Henri s'est engagé. C'est El Alamein, en Égypte, où les Allemands étaient à 70 km d'Alexandrie. En novembre 42, j'avais 18 ans, et Pointet, je pense qu'il était dans la zone des 36-37, je pense. Peut-être. Pour nous, c'était un vieux. Pour Ouais. nous, c'était un vieux, et puis c'était... Et surtout l'intellectuel. C'était l'intellectuel. On avait plaisir à discuter avec lui. Ma dernière lettre te disait « Cette fois, nous allons partir en première ligne. Nous avons été 8 jours, et cela n'a pas été de la fantaisie. L'ennemi a liquidé une considérable part de ce qui lui restait de munitions, spécialement en artillerie et en mortier. Que de trous creusés près de nous. Mais j'ai la chance d'avoir ma section indemne malgré ces bombardements. Le bataillon voisin a eu moins de chance que nous, puisque le quart de ses officiers a été tué, alors que nous n'en avons eu qu'un. Le lieutenant P, un breton vraiment très bien. J'ai reçu une vingtaine de types qui se constituaient prisonniers, presque tous allemands. Ils avaient visiblement le plus grand respect pour nous Noirs, et n'avaient pas tort, car je n'avais rien caché à nos tirailleurs des idées d'Hitler à leur sujet, et il leur déplaît considérablement d'être tenus pour des demi-singes. Leurs camarades de la compagnie D, qui avaient magnifiquement attaqué le jour même, avaient fait de l'excellent travail. Et plusieurs nazis, trouvés sur nos positions, froids et très vite puants, en témoignaient. J'en ai fait enterrer quelques-uns le lendemain soir. Certains, d'après leurs papiers, avaient fait la France et la Russie. Et maintenant, ils se décomposent dans une terre d'influence française. Le dernier jour, le dernier matin, qui était sauf erreur le 13,
Nous sommes partis à l'attaque. Et nous n'avons trouvé d'abord personne. Je protégeais le flanc droit de ma compagnie, elle-même à droite du bataillon. Le commandant du bataillon qui se trouvait sur l'un des pitons à notre droite m'avait dit le matin même que l'ennemi occupait le piton suivant et avait tiré jusqu'à minuit. Mais il n'y avait plus grand bruit, et nous avancions avec le sentiment que les Allemands avaient dû se retirer plus au nord, quand tout à coup nous avons aperçu un grand drapeau blanc. Comme je m'approchais, ils m'ont crié quelque chose de trop indistinct pour être saisi. Mais l'un d'eux a crié plus fort et un gradé indigène a compris. Il criait qu'il y avait des mines. J'étais à ce moment-là à 50 cm d'un fil tendu entre deux mines, ce qui n'est pas très dangereux quand on fait attention. Ils se sont approchés, tous des Allemands. Le spectacle de ces grands lambeaux de l'Africa Korps tombant entre les mains de la France combattante me mettait dans une exaltation joyeuse telle que j'ai dû plusieurs fois fortement me contracter pour ne pas avoir les larmes aux yeux. Et maintenant que j'y repense en écrivant cela, je retrouve l'atmosphère de ce matin et j'en suis de nouveau tout ému. Il y avait un poète en lui. Ses écrits pendant qu'il était au front ou ailleurs sont remarquables. Remarquables. Et vachement bien écrits. Hein. Et je dis d'autant plus remarquable que là, il n'a pas sa bibliothèque, il ne fait pas de citations, tout vient de lui. Et c'est peut-être c'est là que sa prose est la plus révélatrice de son être profond. Enfin, de nos tentes, que la pluie et le vent ne respectent pas toujours, nous avons la joie de dire que nous sommes fiers de notre destin. Y a-t-il honneur plus grand que le nôtre? Ce qui est devant nous, c'est la difficulté la plus magnifique et la plus utile. Personne n'a jamais osé mettre la France dans l'état où Hitler l'a mise. Et jamais elle n'a montré aussi fortement à quel point la dignité et le courage peuvent dominer la détresse. Pourrions-nous oublier un instant, et même quand nous sommes fatigués d'attendre, avec quelle fraternelle espérance nous sommes attendus, et l'immense ferveur qui vole de tant de cœurs vers notre grand Charles de Gaulle. Bientôt, la nouvelle armée française entrera dans les villes et les villages de France. Bientôt, notre division, née et grandie au milieu des difficultés innombrables, notre division, avec ses drapeaux, ses insignes, avec toutes les volontés qui la composent, participera à l'écrasement définitif de ceux qui occupent nos terres et nos usines, de ceux qui affament les faibles et fusillent les ardents, de ceux qui sont encore aujourd'hui entre leurs barbelés plus d'1 million des nôtres. Bientôt, notre bataillon, l'un des tout premiers enfants du général de Gaulle, ajoutera à ces milliers de kilomètres de mer, de désert et de bleds plus ou moins impossibles, les chemins et les paysages de la campagne française. La Tunisie, après l'Italie, on était sur la route, on avançait sur Tivoli. Et une moto passe, on était fatigués terriblement. Une moto passe et nous dit « Courage les gars, ils ont débarqué en Normandie ». On aurait dit que ça nous donnait des ailes. On aurait bousculé n'importe qui. Hein? C'est formidable. Et on a attaqué Tivoli. Tivoli est tombé, vous savez que les Allemands s'échappaient à ce moment-là. On a passé Rome, et après Rome, c'est devenu encore assez dur. Du côté de Montefiascone, par là, il y avait résistance. Et après le combat d'Italie, embarquement à Tarente, direction la Provence, débarquement à Cavalère. Voilà. Et c'est là que j'avais le lieutenant Pointé comme chef de section. Nous avons embarqué à Tarente. Hein. On a mis je ne sais combien de jours, 4 jours, je ne sais combien, pour arriver ici. Les bateaux sont arrivés dans la nuit du 16 au 17. Nous avons débarqué aussitôt, pilotés par des Américains. La plage avait été balisée par les Américains, ce qui nous arrangeait bien parce que nous n'avons pas eu affaire aux mines, vous voyez, nous n'avons pas eu à déminer. Et on s'est engouffré tout de suite en direction de la Croix-Valmer, Cogolin, le col du Gratelou.
Et en fait, nous avons trouvé nos premiers Allemands dans la montée du col du Grattelou. Le temps Pointé, qui était à genoux, il a mis son casque, et puis les Allemands bombardaient pendant 1 heure, au moins 1 heure, oh oui. Tout était à feu. C'est le reste d'un blocos qui faisait partie des défenses de Toulon, des anciennes défenses françaises qui avaient été reprises à leur compte par les Allemands et qui ont été utilisées contre nous quand on s'est pointé venant de Cavalère pour prendre Toulon. On recevait des obus de 88, un fusan qui était réglé pour éclater à 4-5 mètres de hauteur et qui faisait des dégâts épouvantables. Le 23 août, déjà 2 bataillons s'étaient cassés le nez dessus, enfin, sur cet ensemble de blocos. Hein. Et nous avons recommencé en démarrant sur les coups de 10 heures. On a été obligés de refluer pour permettre aux unités de la marine de tirer avec de très grosses pièces, de l'ordre de 203, 280, etc., de façon à démanteler les blocos, parce que tous les tirs d'artillerie qu'on appliquait dessus étaient pas loin d'être sans effet. Hein, les 2 bataillons qui nous avaient précédés avaient eu des pertes quasiment effroyables. Hein. On est arrivé en Crète donc en courant d'après-midi. Il devait être 2 heures, 2h30, 3 heures, quelque chose comme ça. On n'était pas loin d'être exsangues, vous savez, on en avait marre, hein, tout était rasé ici, il n'y avait que des cadavres d'Allemands, enfin, tout était retourné, c'était une vision épouvantable. Hein. Pointé a été victime d'une rafale de 88, et je pense que c'était aux alentours de 150-200 mètres, là en dessous. Radio dit au capitaine, mon capitaine, le lieutenant a tué. Et le lieutenant Pointé était tué. Je me déplace, je vais le saluer. Le capitaine me dit, allez, il n'est pas question de sentiment. Et prenez ces papiers et revenez à votre place. C'est ce que j'ai fait. Et Pointé a été tué parce qu'il ne s'est pas protégé lui-même. Hein? Autrement, il passait à l'as aussi à travers. Hein? Il n'avait qu'à se coucher. Il n'avait pas l'éclat d'obus derrière la tête. Il ne pouvait pas l'avoir. Seulement, il n'y pensait pas à cela. C'était plus fort. Et il disait toujours, le diable, qu'on ne dit pas pour l'au-delà. Don Quichotte n'avait pas voulu courber la nuque sous les fusils allemands. Don Quichotte en est mort. Il serait hasardeux de n'y voir qu'une vaine bravade. Georges-Henri Pointet était officier. Il savait que dans les moments difficiles, lorsque la panique rôde, le seul service qu'un officier puisse rendre à ses hommes, c'est de justifier ses galons, en leur démontrant qu'il est prêt à mourir avec eux, éventuellement avant eux. Mort à 36 ans, Georges-Henri Pointet repose pour toujours dans cette terre de France que son sacrifice a contribué à libérer. Mais celui qui est couché là n'appartient pas plus à la France qu'à la Suisse. Comme tous les combattants tombés pour la liberté, que ce soit devant Madrid, dans les rangs des brigades internationales, sous le soleil d'El Alamein ou dans les neiges de Stalingrad, Georges-Henri Pointet appartient à la communauté des peuples tout près d'être submergés par la barbarie fasciste et, à la fin, vainqueur. Quel homme n'a pas dans le fond de son âme la résonance de cloches autrefois entendues, et en même temps le souvenir lourd des morts et la joyeuse douceur des réveils printaniers. Cloches de partout, cloches de France, vos sons ne s'éteignent jamais. Ah, folle Allemagne, qui te croyait seule à pouvoir faire totalement les choses. Et toi, Hitler, qui te croyais seul à retrouver au travers des siècles les suprêmes incantations qui galvanisent et rendent légers, joyeux les suprêmes sacrifices. Rien ne prévaudra contre les sursauts des peuples qui, dans la sérénité pascale et le murmure des cloches amies, auront décidé de vaincre
d'être libres. Rien ne prévaudra, car les cloches de France, dans leur grande douceur, ne donneront à personne l'envie de les laisser fondre pour tuer ceux qui les écoutent et les aiment.
refoulé de toutes les possibilités qui lui auraient été données de travailler. Il ne trouve plus aucun travail. Nous étions, nous, à ce moment-là, en Égypte, et un chaudefonnier, un professeur chaudefonnier, meurt accidentellement, et le directeur pense immédiatement à mon mari. Mon mari dit tout naturellement à son épouse, eh bien alors toi tu vas aller faire le déménagement de notre appartement égyptien. Et j'avais ma petite fille qui avait même pas tout à fait 2 ans. Je n'ai pas du tout envie de retourner en Égypte. J'ai dit, mais Pointet est là, qui ne peut pas travailler. Un voyage en Égypte ne coûtera pas plus cher pour Pointet que pour moi. Alors, j'ai téléphoné à Pointet, dit, il faut que je te voie, viens donc, j'ai quelque chose à te proposer. Je dois dire que j'ai été accueillie avec soulagement par lui. Mais bien sûr, je vais partir dès que vous le voulez. Ça me fera quelque chose d'intéressant. Je tâcherai d'en tirer parti. Et comme il avait vraiment eu un abord très intéressant, il était immédiatement ouvert et immédiatement plein d'idées. Eh bien, il a été très bien accueilli, en particulier par le français qui avait la direction de l'enseignement du français en Égypte et qui lui a trouvé un poste. Pointet savait qu'il n'était pas question de parler de socialisme, mais encore moins de communisme. Mais l'antifascisme, c'était le drapeau, c'était notre drapeau. Et un de ses slogans favoris, c'est « ni à droite, ni à gauche, en avant ». C'était ce qu'il répétait toujours, ne nous occupons pas de la gauche ni de la droite, mais en avant dans l'antifascisme et dans le progrès économique et social de l'Égypte, c'est-à-dire des paysans égyptiens. L'antifascisme nous est apparu comme le moyen d'une lutte pour la libération de l'Égypte et des Égyptiens. Et c'est alors que nous avons créé, avec Raymond Aguillon et quelques autres amis, une association qui s'appelait l'Union démocratique, qui réunissait les antifascistes du Caire, et nous avions des relations avec les antifascistes d'Alexandrie. C'était une petite association, nous avions surtout des étrangers, alors que nous cherchions à avoir des Égyptiens. Et c'est là que Pointet est arrivé à transformer les choses. Il est venu à l'Union démocratique, il en a entendu parler, nous faisions des conférences, des choses comme ça, il est venu, ça lui a plu, si je puis dire, et il a amené à l'Union démocratique
de jeunes Égyptiens qui étaient ses élèves et qui ont formé le noyau proprement égyptien, musulman, dans cette association qui était principalement faite d'étrangers, beaucoup de juifs, et ça a été vraiment le grand apport de Pointet à l'Union démocratique. Il était très, très entreprenant, très plein d'idées, et menant à l'action. Et c'est-à-dire que pour les conférences à organiser, pour tout ça, il prenait une part prépondérante, vraiment essentielle. Est-ce qu'il y avait pour lui les gens qui étaient soumis, qui acceptaient, etc., et puis ceux qui disent non, comme lui, c'est-à-dire des gens qui ne se laissent pas emmener avec le troupeau, et en même temps qui pensent en termes de masse, de front populaire. J'ai connu Henri Pointet fin 1937. Je reconnais et je suis tout heureux de reconnaître ce mérite à Pointet qu'elle a joué un bon rôle dans l'égyptianisation du mouvement progressiste égyptien. On sentait que c'était un homme qui s'était fait une philosophie. Pour moi, à l'époque, ça me paraissait très imprégné par Diderot, une forme d'héroïsme individuel. Pointet avait naturellement, étant de culture française, avait une grande admiration pour la culture française et pour la France. En 1939, en août 1939, j'avais été délégué par le mouvement, le tout jeune mouvement communiste égyptien. Je dis mouvement et non pas parti parce qu'il n'y avait pas de parti, d'aller contacter à Paris le Rassemblement universel pour la paix. Et Pointet aussi devait entrer en contact avec les dirigeants du Rassemblement universel pour la paix. À Paris, il m'avait donné rendez-vous et nous nous sommes rencontrés. Et nous avons passé une journée entière ensemble. Nous nous sommes promenés sur le bord de la Seine. Puis moi j'étais à ce moment sans moyens. Il m'a invité à dîner. Et puis nous parlions de la lutte, du futur. Pointet m'a dit, attention, il n'y aura jamais vraiment d'égalité parfaite. Parce qu'il y aura ceux qui vivent et qui vivront à Paris, et ceux qui ne vivent pas et qui ne vivront pas à Paris.
très peu de jours après la capitulation de la France, 10 jours à peu près, Pilegola a fait son discours. Confédérés, si de nouveau le gouvernement s'adresse au peuple suisse aujourd'hui, c'est qu'un événement considérable, gros de conséquences, en partie imprévisible, s'est produit. La France vient de conclure une suspension d'armes avec l'Allemagne et l'Italie. Quelle que soit la tristesse qu'éprouve tout chrétien devant les ruines et les deuils accumulés, c'est pour nous Suisses un profond soulagement de savoir que nos 3 grands voisins s'acheminent vers la paix. Si on revisait ça, ça voulait au fond dire que elle disait une phrase extraordinaire: nous pouvons être heureux que maintenant l'Europe a trouvé un nouveau chemin. Qu'est-ce qui était ce nouveau chemin? C'était au fond la complète subordination à Hitler. Il faudra des décisions majeures, et non pas des décisions longuement débattues, discutées, soupesées. À quoi servirait-elle devant le flot puissant et rapide des faits à endiguer? Des décisions à la fois réfléchies et promptes, prises d'autorité. Oui, je le dis bien, prises d'autorité. Serrez les rangs derrière le Conseil fédéral. On avait l'impression qu'il parlait pas seulement en son nom, Pilegola, mais dans le nom du Conseil fédéral. Alors ce discours tenait d'abord au point de vue négatif. Il ne mentionnait pas une fois l'indépendance de la Suisse, pas une fois la neutralité de la Suisse, ni l'armée, ni la neutralité. Et il disait une phrase que maintenant, il faut reviser des choses que nous avons croyées très longtemps. Notre patrie libre, humaine, compréhensive, accueillante, poursuivra sa mission fraternelle qu'inspirent les grandes civilisations européennes. En avant hardiment vers l'avenir. Que Dieu veille sur nous. J'étais ahuri. J'ai téléphoné à mon grand ami Ernst, ami depuis le gymnase. J'ai dit: qu'est-ce que tu en penses? La première fois qu'il a dit: impossible, il faut se voir, il faut réagir. Et ce qui était spécialement effrayant, il y avait d'officiers supérieurs qui étaient de cet ami. Il faut s'adapter, il faut entrer dans la nouvelle Europe. Si nous ne le faisons pas, l'Allemagne n'aura pas d'hésitation et elle aura le pouvoir de nous y forcer. On savait aussi que Willet, qui était commandant de corps, avait des sympathies pour l'Allemagne, pas seulement pour l'Allemagne, ça on pouvait avoir, mais des sympathies pour un gouvernement autoritaire comme celui d'Hitler. Organisation des officiers de gauche, que d'autres les imitent, que les audacieux se montrent, c'est l'heure. Nous avions un ami qui commandait à ce moment un régiment, un capitaine, un régiment de l'école de recrues à Berne. Alors lui était tout à fait prêt à marcher sur Berne avec son régiment, d'arrêter le Conseil fédéral et de demander alors à de nouveaux gens dont nous étions sûrs, aux pensions nous étions sûrs, de confier le pouvoir. La seconde chose, encore, c'était l'idée d'Ernst. Ce que nous craignions, c'était que le Conseil fédéral pourrait céder à des ultimatums politiques de Hitler. Et nous voulions assurer que dans ce cas-là,
au moins une partie de l'armée tirerait. On s'est réunis à Lucerne, tout le monde disait qu'il était d'accord, et notre consigne était au fond très radicale. Vous êtes des officiers d'état-major, et nous avons un émetteur secret qui vous dira s'il y a vraiment danger d'une capitulation. À ce moment-là, vous devez, avec l'accord de votre chef, ou sans l'accord de votre chef, ou contre votre chef, émettez par vos moyens de communication, on tire. Par un des officiers d'état-major, la chose fut trahie. Le remplaçant de Masson, chef du service de renseignement et de sécurité, qui a téléphoné et qui a dit « Attention, les violets ont arrêté Ernst. » Les violets, ça ne pouvait être qu'une chose, c'est la police judiciaire militaire. Alors, nous brûlions encore, à ce moment, nous brûlions les noms des conjurés et nous attendions. Et pas longtemps après, un des violets, un capitaine est venu et a arrêté mon chef, le capitaine Weibel. Ce qui s'était passé, c'était ça. Le général a dit « Je suis tout à fait d'accord. Pour ce que vous voulez, c'était la résistance à tout prix. Que la Suisse ne peut pas capituler sans avoir tiré. Je vous fais un reproche. Vous auriez dû dire en moi ce que vous vouliez. Je vous aurais soutenu. Mais comme vous ne l'avez pas fait, vous avez commis une erreur de discipline et je donne à chacun maintenant un arrêt de plusieurs jours. » Et là, ça c'était tout juste, n'est-ce pas, pour le chef suprême de la conjuration, et le père spirituel, c'était Ernst, il a reçu 3 semaines. Weibel, qui était très actif, a reçu 2 semaines. Et Hans Haumann, 1 semaine. Je voulais proposer qu'on utilise l'accord secret que Guisan avait fait avec le commandement de l'armée française, et il a proposé qu'il rendrait compte, demanderait, parce que les Allemands ont eu les documents, qui furent oubliés par une France en défaite. Ils avaient les papiers, ils savaient ce qui s'est passé. Mais Villers demandait aux représentants du Reich d'utiliser ça pour faire démissionner Guisan. Donc la trahison pure. Comment j'ai rencontré Don Quichotte de la Manche? Son cheval ne me parut même pas fatigué. Première impression, aussitôt suivie d'une seconde, l'absence ou le retard de Sancho. Je devais apprendre un peu après que son fameux bon sens l'avait retenu une bonne demi-heure à la nouvelle source des Louans. Je le saluai donc. Il me rendit mon salut comme à une vieille connaissance. Une fois encore, le sentiment de rencontrer quelqu'un en dehors du temps domina mon esprit. Je l'avais déjà vu, la chose était certaine. « Je sens, me dit tout à coup son Excellence, Don Quichotte de la Manche, que vous, sans votre amitié et à la place des autres, vous ne m'auriez pas laissé passer. C'est sans doute, monseigneur, que je ne vous crois guère plus fou que moi-même. Le seriez-vous donc autant ? Ce qu'il faut pour ne pas se faire interner pour la raison qu'on a. Il y a ici les millénaires, l'extrême pauvreté, les larges perspectives du pur désert, des monuments éternels où s'est inscrite l'âme la plus rare, et un nombre croissant d'esprits où tout cela se reflète. Tant d'extrêmes imposeront bientôt une extrême compréhension des choses et un grand goût de vivre. L'idée du possible s'élargira. La poésie, la foi et l'action sont plus fortes que la chaleur, la graisse et la poussière. Oui, nous sommes les prophètes et les annonciateurs. Là où il y a un souffle, nous sommes compris d'avance. Quelques-uns parleront de jeux, mais nos jeux ne sont pas leur propre fin. Sans doute aussi, cette universelle crainte d'être dupe ralentira chez les cœurs incertains la joie du moment victorieux.
La tempête de nos certitudes balayera tout, car nous sommes innombrables. Le démon du mensonge poli, la très fine pourriture, l'ordre de la distinction séchée et toutes les formes acides ou doucereuses du cadavre universel, nous réduirons leur poussière omniprésente à son état de poussière morte. La vie qui nous anime aura bientôt un rire immense. Quand le soleil se fut déposé entre les deux pyramides visibles, mon regard, distrait par le flamboiement, chercha son Excellence Don Quichotte de la Manche. Mais son absence était devenue un moyen d'être plus proche. 42, la situation était très dangereuse, et c'est pour ça probablement que Georges-Henri s'est engagé, mais c'était en même temps le début du tournant. 39, 40, 41, c'est la victoire totale de l'Allemagne. 42, c'est le moment où la guerre tourne. C'est El Alamein, en Égypte, où les Allemands étaient à 70 km d'Alexandrie. En novembre 42, j'avais 18 ans, et Pointé, je pense qu'il était dans la zone des 36-37, je pense. Peut-être. Pour nous, c'était un vieux. Pour nous, c'était un vieux, et puis c'était... Et surtout l'intellectuel. C'était l'intellectuel. On avait plaisir à discuter avec lui. Ma dernière lettre te disait « Cette fois, nous allons partir en première ligne. Nous avons été 8 jours, et cela n'a pas été de la fantaisie. L'ennemi a liquidé une considérable part de ce qui lui restait de munitions, spécialement en artillerie et en mortier. Que de trous creusés près de nous. Mais j'ai la chance d'avoir ma section indemne malgré ces bombardements. Le bataillon voisin a eu moins de chance que nous, puisque le quart de ses officiers a été tué, alors que nous n'en avons eu qu'un. Le lieutenant P, un breton vraiment très bien. J'ai reçu une vingtaine de types qui se constituaient prisonniers, presque tous allemands. Ils avaient visiblement le plus grand respect pour nous Noirs, et n'avaient pas tort, car je n'avais rien caché à nos tirailleurs des idées d'Hitler à leur sujet, et il leur déplaît considérablement d'être tenus pour des demi-singes. Leurs camarades de la compagnie D, qui avaient magnifiquement attaqué le jour même, avaient fait de l'excellent travail, et plusieurs nazis, trouvés sur nos positions, froids et très vite puants, en témoignaient. J'en ai fait enterrer quelques-uns le lendemain soir. Certains, d'après leurs papiers, avaient fait la France et la Russie, et maintenant ils se décomposent dans une terre d'influence française. J'étais à ce moment-là à 50 cm d'un fil tendu entre deux mines, ce qui n'est pas très dangereux quand on fait attention. Ils se sont approchés, tous des Allemands. Le spectacle de ces grands lambeaux de l'Africa Corps tombant entre les mains de la France combattante me mettait dans une exaltation joyeuse telle que j'ai dû plusieurs fois fortement me contracter pour ne pas voir les larmes aux yeux. Et maintenant que j'y repense en t'écrivant cela, je retrouve l'atmosphère de ce matin. Et j'en suis de nouveau tout ému. Il y avait un poète en lui. Ses écrits pendant qu'il était au front ou ailleurs sont remarquables. Remarquables. Et vachement bien écrits. Hein. Et je dis d'autant plus remarquable que là, il n'a pas sa bibliothèque, il ne fait pas de citations. Tout vient de lui. Et c'est peut-être c'est là que ça pose la plus révélatrice de son être profond. Enfin, de nos tentes, que la pluie et le vent ne respectent pas toujours, nous avons la joie de dire que nous sommes fiers de notre destin. Y a-t-il honneur plus grand que le nôtre? Ce qui est devant nous, c'est la difficulté la plus magnifique et la plus utile. Personne n'a jamais osé mettre la France dans l'état où Hitler l'a mise.
Et jamais elle n'a montré aussi fortement à quel point la dignité et le courage peuvent dominer la détresse. Pourrions-nous oublier un instant, et même quand nous sommes fatigués d'attendre, avec quelle fraternelle espérance nous sommes attendus, et l'immense ferveur qui vole de tant de cœurs vers notre grand Charles de Gaulle. Bientôt, la nouvelle armée française entrera dans les villes et les villages de France. Bientôt, notre division, née et grandie au milieu des difficultés innombrables, notre division, avec ses drapeaux, ses insignes, avec toutes les volontés qui la composent, participera à l'écrasement définitif de ceux qui occupent nos terres et nos usines, de ceux qui affament les faibles et fusillent les ardents, de ceux qui sont encore aujourd'hui entre leurs barbelés plus d'1 million des nôtres. Bientôt, notre bataillon, l'un des tout premiers enfants du général de Gaulle, ajoutera à ces milliers de kilomètres de mer, de déserts et de bleds plus ou moins impossibles, les chemins et les paysages de la campagne française. La Tunisie, après l'Italie, on était sur la route, on avançait sur Tivoli. Et une moto passe, on était fatigués terriblement. Une moto passe et nous dit « Courage les gars, ils ont débarqué en Normandie ». On aurait dit que ça nous donnait des ailes. On aurait bousculé n'importe qui. Hein? C'est formidable. Et on a attaqué Tivoli. Tivoli est tombé, vous savez que les Allemands s'échappaient à ce moment-là. On a passé Rome, et après Rome, c'est venu encore assez dur. Du côté de Montefiascone, par là, il y avait résistance. Et après, comme à l'Italie, embarquement à Tarente, direction la Provence, débarquement à Cavalère. Voilà. Et c'est là que j'avais le lieutenant Pointé comme chef de section. Nous avons embarqué à Tarente. Hein. On a mis je ne sais combien de jours, 4-5 jours, je ne sais combien, pour arriver ici. Les bateaux sont arrivés dans la nuit du 16 au 17. Nous avons débarqué aussitôt, hein, pilotés par des Américains. La plage avait été balisée par les Américains, ce qui nous arrangeait bien parce que nous n'avons pas eu affaire aux mines, vous voyez, nous n'avons pas eu à déminer. Et on s'est engouffré tout de suite en direction de la Croix-Valmer, Cogolin, le col du Gratelou. Et en fait, nous avons trouvé nos premiers Allemands dans la montée du col du Gratelou. Le lieutenant Pointé, qui était à genoux, il a mis son casque, et puis les Allemands bombardaient pendant 1 heure, au moins 1 heure, oh oui. Tout était à feu. C'est le reste d'un blocos qui faisait partie des défenses de Toulon, des anciennes défenses françaises qui avaient été reprises à leur compte par les Allemands et qui ont été utilisées contre nous quand on s'est pointé venant de Cavalère pour prendre Toulon. On recevait des obus de 88, un Fusan qui était réglé pour éclater à 4-5 mètres de hauteur et qui faisait des dégâts épouvantables. 23 août, déjà 2 bataillons s'étaient cassés le nez dessus, enfin, sur cet ensemble de blocos. Hein. Et nous avons recommencé en démarrant sur les coups de 10 heures. On a été obligés de refluer pour permettre aux unités de la marine de tirer avec de très grosses pièces, de l'ordre de 203, 280, etc., de façon à démanteler les blocos, parce que tous les tirs d'artillerie qu'on appliquait dessus étaient pas loin d'être sans effet. Hein, les 2 bataillons qui nous avaient précédés avaient eu des pertes quasiment effroyables. Hein. On est arrivé en Crète donc en courant d'après-midi. Il devait être 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, quelque chose comme ça. On n'était pas loin d'être exsangue, vous savez, on en avait marre, hein, tout était rasé ici, il n'y avait que des cadavres d'Allemands, enfin, tout était retourné, c'était une vision épouvantable. Hein. Pointé a été victime d'une rafale de 88, je pense que c'était aux alentours de 150-200 mètres, là en dessous. Radio dit au capitaine, mon capitaine, le lieutenant a tué.
Et le dame Pointé était tué. Je me déplace, je vais le saluer. Le capitaine me dit, allez, il n'est pas question de sentiment. Et prenez ces papiers et revenez à votre place. C'est ce que j'ai fait. Et Pointé a été tué parce qu'il ne s'est pas protégé lui-même. Hein? Autrement, il passait à l'as aussi à travers. Hein? Il n'avait qu'à se coucher. Il n'avait pas l'éclat d'obus derrière la tête. Il ne pouvait pas l'avoir. Seulement, il n'y pensait pas, cela. Il était plus fort. Et il était toujours le diable, corps du pape au-delà. Quel homme n'a pas dans le fond de son âme la résonance de cloches autrefois entendues, et en même temps le souvenir lourd des morts et la joyeuse douceur des réveils printaniers? Cloches de partout, cloches de France, vos sons ne s'éteignent jamais. Ah, folle Allemagne, qui te croyait seule à pouvoir faire totalement les choses. Et toi, Hitler, qui te croyais seul à retrouver au travers des siècles les suprêmes incantations qui galvanisent et rendent légers, joyeux les suprêmes sacrifices. Rien ne prévaudra contre les sursauts des peuples qui, dans la sérénité pascale et le murmure des cloches amies, auront décidé de vaincre, d'être libres. Rien ne prévaudra, car les cloches de France, dans leur grande douceur, ne donneront à personne l'envie de les laisser fondre pour tuer ceux qui les écoutent et les aiment. Et c'est parti.